Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast des passionnés de radio. Bienvenue et merci d'écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes les unes des autres. Innovation, actualité, archives. Et donc, je vous le dis, qu'importe votre attrait et vos relations avec la radio ou le podcasting, cet épisode saura éveiller votre intérêt. Des ondes Vocast. Et surtout, autour de moi, des personnes géniales. Géniales car elles ne sont pas rémunérées pour être autour de cette table. Du moins, certains ne le savent pas encore. Mais surtout, à nous quatre, on représente divers profils du secteur radiophonique. D'un côté, un animateur, Marc Mollier. Merci d'être de nouveau là. Ravi d'être avec vous tous. Avec toi, on parlera de ce qui se fait en radio aujourd'hui. Oui, au programme, 3 émissions qui n'ont rien à voir les unes des autres, mais qui ont retenu notre attention. Un autre Marc que vous avez entendu lors du tout premier épisode, l'épisode pilote d'août, il est de retour, on l'a ressorti de la cave. Marc Rigaud, réalisateur et ingénieur du son. Oui, je voulais voir un petit peu le soleil, donc je vous remercie de m'avoir sorti. Bonjour à tous. Alors bon, personnellement, comme je bosse beaucoup sur tous les sujets liés à l'innovation et à la technologie, du coup, nous deux, on va parler un peu de veille, stratégie. Oui, on va revenir sur les webinaires Radio 2.0, ces conférences débats organisées par Actu Honda et les éditions de l'Octet. On va vous résumer en quelques minutes toutes les idées et initiatives évoquées au cours de ces événements qui se sont déroulés tout au long du mois d'octobre 2018. Pour terminer, la partie que je préfère de ce podcast, pour terminer avec Christophe Dallance, directeur des programmes, qui a une longue expérience dans le milieu, va nous ravir de nouveau avec ses archives personnelles. Ouais, on va parler aujourd'hui de Fun Radio, tiens. Fun Radio dans les années 90. Je crois que c'est ma partie préférée de Fun. C'est le meilleur moment, effectivement. Eh ben moi aussi, j'ai hâte d'entendre ça. Vous pouvez écouter cette émission sur notre site web ou sur votre application de podcast en intégralité ou par extrait, s'il n'y a que certaines parties qui vous intéressent. Et pour toujours ravir le plus de monde possible, vous pouvez également écouter les épisodes en intégralité ou par extrait sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Vocast, tout simplement. C'est donc parti pour un nouvel épisode des ondes Vocast. On commence avec le zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours avec Marc Mollier. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Un tour d'horizon de ce qui se passe en FM actuellement. Et pour aujourd'hui, Marc, on va à la fois mentionner une radio locale, une radio associative et une radio nationale. C'est bien ça, Anthony. On commence avec Jordan Deluxe sur la radio locale parisienne Voltage. Alors, le show de luxe, programmé du dimanche au jeudi de 22h à minuit, a fait parler de lui en ce mois d'octobre. Il a eu comme invité le réalisateur Yves Régnier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. Oui. Il s'est indigné à l'antenne des coupures pub de la part de TF1. Bon, toute la presse en a parlé. c'est vrai, la coupure pub de TF1 lors de la diffusion de son prime, avec son téléfilm Muriel Robin sur Jacqueline Sauvage, vous l'avez peut-être vu. Moi, ce qui retient mon attention, c'est vrai quand même, c'est que c'est rare qu'il y ait une libre antenne sur une radio B le soir, et c'est bien de le dire, donc bravo à Voltage pour cet effort, on va dire. C'est vrai, et effectivement. Je te propose qu'on écoute un exemple de début d'émission, et on continue d'en parler juste après. En 1909, la White Star Line débuta la construction du plus gros paquebot du monde, le Titanic. Il fut aussi le plus grand drame naval de l'histoire. En 2018, Voltage décida de mettre à l'antenne Jordan Deluxe et son équipe, la plus grande catastrophe radiophonique du monde. Mais ça, Voltage le savait déjà. Bienvenue dans le show de luxe. Vous êtes sur Voltage, bonsoir. Ravi d'être avec vous les amis ce soir sur Voltage. Il est là tous les soirs depuis maintenant une saison et demie, mon petit Sylvain, c'est vrai. D'amour. Il est là, bec et ongles. Toute la journée il travaille à la RATP. Oui, ça fait 25 ans. 25 ans qu'il ne branle rien. Déjà. Il s'appelle Sylvain. Bonsoir. Bienvenue mon Sylvain d'amour. Extrait du show de luxe sur Voltage. Donc, alors, ce qui est dingue, ce sont les invités qu'il reçoit. Et alors, ce mois-ci de mémoire, il y a eu, en plus d'Yves Régnier, comme tu l'as dit, il y a eu Véronique Jeuneste, Laurent Fontaine, Gérard Louvain. Enfin, c'est fou quand même. C'est fou, ça. Le plus dingue, c'est le décalage avec l'émission qu'il y a avant. C'est ça, Jordan Deluxe qui anime une émission de libre antenne. Tout peut arriver avec un psychologue. On y entend des histoires très douloureuses. Le psy Dr Étienne ou Dr Jean-Paul, en remplacement, pratique ce qu'il appelle la dynamique émotionnelle avec les auditeurs à l'antenne. D'ailleurs, ça peut surprendre pour un auditeur qui tombe dessus par hasard. Écoutez. Il y a eu des coups et voilà, il y a eu des abus sexuels à plusieurs reprises. Dites-nous ça, j'ai de la peine pour moi. J'ai de la peine pour moi.
C'est dur pour moi, j'ai de la peine pour moi. Allez-y, allez-y. J'ai de la peine pour moi. Voilà, allez-y. J'ai de la peine pour moi. J'ai de la peine pour moi. Pas trop vite, hein, le temps de bien sentir, allez-y. J'ai de la peine pour moi. 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 Extrait de Tout peut arriver sur Voltage en semaine de 20h à 22h. Alors avant, l'émission était, si je me trompe pas, était découpée en deux parties. Ça s'appelait Tout peut arriver, il y avait une partie avec le psy et l'autre qui était Plus délire. Donc là, ils ont bien nommé distinctement en deux émissions. Tout peut arriver de 20h à 22h et le show de luxe de 22h à minuit. Alors toi, Christophe, forcément, ton témoignage nous intéresse puisque tu étais directeur d'antenne de Voltage justement de 2011 à 2017. C'est toi qui as eu l'idée c'est toi qui as mis tout ça en place pour ces deux émissions? C'est moi qui ai mis ça en place, mais par contre, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce qui est très marrant en fait, c'est le président de la radio de Voltage voulait absolument, on avait marre en fait d'écouter ces radios formatées, extrêmement robotisées, et il voulait un petit peu casser un peu les codes, et donc il a eu l'idée alors il était très proche de Jordan à l'époque, de l'animateur, et puis il avait un psy donc il s'est dit bah tiens, on va réunir mon animateur fétiche avec mon psy, donc sur une même émission, et c'est comme ça que a été créée cette émission. Alors au départ, elle était diffusée une fois par semaine. Et puis il s'est trouvé que tout le monde a été satisfait du résultat. Alors c'est des méthodes qui sont très particulières en fait, parce que l'objectif est de toucher un peu le point sensible de la personne qui est en souffrance, et de lui faire répéter 50 fois jusqu'à ce qu'elle s'écroule et tombe complètement en larmes, justement une phrase type qui fait ressurgir des vieux démons, quoi. Donc c'est ça la méthode Donc pour chaque auditeur, c'était comme ça en fait. Exactement. Oui, donc on les poussait à bout jusqu'à ce qu'ils craquent complètement à l'antenne. Voilà. En gros, c'était ça le concept de l'émission. Mais excuse-moi, je veux dire, à 21h50, on entend des histoires absolument horribles de viol et tout, et 20 minutes après, c'est tout showbiz parisien qui s'éclate avec des fumigènes et tout. On peut voir sur YouTube. Enfin, il y a un décalage, mais à la fois c'est bien en fait. C'est bien, je trouve. Voilà, c'était toute la diversité de l'émission, et puis en fait, l'objectif était pas d'être trop anxiogène, et donc du coup on cassait une fois les codes à nouveau, et cette fois et là pour le coup c'est vraiment une idée qu'on a eue dans un brainstorming avec le patron de la radio, avec Jordan, et avec moi. On était tous les trois dans un bureau, et à un moment je lui ai dit mais il faut que tu réunisses tous les dingues de Paris, quoi. Et donc c'est comme ça que l'idée de l'émission est arrivée, et c'est comme ça qu'elle a été, voilà, que le concept est né. Donc c'était l'objectif au départ, c'était réunir tous les dingues de Paris devant un micro. Je crois que c'est fait. Tout peut arriver, et le show de luxe à retrouver sur voltage.fr. On passe maintenant à CPU. Alors là, toute une autre ambiance. C'est une émission issue d'une radio associative. Oui, CPU, c'est carré, petit, utile. C'est un programme radio sur l'univers numérique. Alors, à chaque épisode, il est question d'éducation numérique, de meet-up ou bien de cryptographie, par exemple. C'est très intéressant, c'est très bien documenté, et on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Le troisième volet de nos petites histoires de la cryptographie parle d'espions et d'ondes. L'équipe aujourd'hui va Screech, et j'espère que votre Wi-Fi suit bien notre fréquence. Ok, c'est parti. CPU, carré, petit, utile. Alors je vous assure que ce jingle, il reste coincé dans la tête pendant très très longtemps après. Bon bref, un exemple concret de contenu vraiment de qualité provenant d'une radio associative à retrouver tous les jeudis à 11h sur Radio FMR 89.1 à Toulouse, ou n'importe quand, n'importe où, en podcast. Alors personnellement, c'est vrai que je suis pas très très friand de radio associative, pour être complètement honnête, mais là je reconnais que j'étais vraiment agréablement surpris de tomber dessus. J'ai même discuté par mail avec une personne de l'équipe, d'Asrich justement, Xavier Mouton-Dubosc, développeur et conférencier toulousain, qui me disait même qu'il travaillait sur l'implémentation d'un nouveau lecteur audio sur internet
pour son podcast, pour CPU, et qu'il mettrait le code à libre disposition, en open source donc, et qu'il écrirait un article en détaillant tous ses travaux. Donc un grand bravo à lui en tout cas. Dernier extrait, Marc, on passe maintenant à une radio nationale. Ouais, alors j'aurais pu choisir le crossover du 10 octobre sur RTL, à savoir les grosses têtes de Laurent Ruquier qui se sont immiscées sur RTL Matin avec Calvi. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus surpris pour le groupe M6, c'est l'émission avec Bruno Guillon, le 19 octobre, la matinale spéciale année 90. Et on en a beaucoup parlé, c'est vrai, la matinale spéciale année 90, génial. Hein. C'est pas la première fois qu'il le faisait, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est toujours très bien réalisé, musique de l'époque, invité phare des années 90, et même le décor qui va avec, et puis pour les quarantenaires que nous sommes pour certains, ça donne des bons souvenirs. Alors moi, ce qui m'a régalé, c'est le fait qu'il fasse gagner 10 000 francs. Voilà. Ouais, tu n'as pas connu toi les francs, Anthony? Si, j'ai un peu connu. Et il y avait même le flash info avec les actualités de l'époque, et puis le mix à la fin de Mikosé à la fin était très bon. En tout cas, vivement la prochaine. J'espère qu'ils vont le refaire. Et puis quelle joie de retrouver Max, un animateur mythique de Fun Radio des années 90. Si vous avez loupé ça, voici un extrait de la matinale de Bruno dans la radio spéciale années 90 avec Max justement. Revenons dans la décennie des années 90 sur Fun Radio. Dès 21h, Max, l'émission sur Fun Radio. J'avais ça aussi. Dès 21h, c'est l'émission du Star System sur Fun Radio. Ou sinon j'avais ça. 22h minuit, Star System avec Max sur Fun Radio. C'est l'animateur qui a marqué les années 90 sur Fun Radio. Je suis tellement content de l'avoir avec nous ce matin. Mais bon. Mais bien, mais super bien, mec. Je suis sûr que t'as donné envie à des milliers de mecs de faire de la radio. Applaudissements pour Max. Je te trouve un peu avare sur les chiffres. Je crois qu'on peut chiffrer en millions. En dizaines de millions. N'ayons pas peur, on est sur Fun Radio. Ne soyons pas timides. J'étais vraiment un grand fan à l'époque de Max sur Fun Radio. Je passais même à l'antenne avec lui. J'avais plein de petites bêtises. C'était donc toi. Justement, en fin d'épisode, les archives avec Christophe, un épisode spécial Fun Radio des années 90. Avant ça, avec Marc Rigaud, on va parler de l'actualité, de stratégie et d'innovation. Commençons donc avec l'actu débat. Des ondes vocastes, l'actu débat. Il s'en est passé des choses durant tout ce mois d'octobre. Les deux événements notables, ce sont les webinars Radio 2.0 qui se sont déroulés tout au long du mois, mais aussi le Paris Podcast Festival qui s'est déroulé le week-end du 20 octobre. Et c'est une preuve que le monde du podcast s'organise et se professionnalise. D'ailleurs, on note la présence de grands groupes de radio français, des agences comme Havas qui a officiellement lancé son offre podcast au début du mois d'octobre. Et plein de podcasteurs connus. Très bonne conférence d'ailleurs de Julien Loisy de Podcastéo sur la mesure d'audience des podcasts. N'hésitez pas à vous intéresser au projet Podcastéo, et puis aussi les conférences du Paris Podcast Festival sont en podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça a été très très intéressant. Très intéressant, ouais. Et on note aussi la présence à ce festival bien entendu de l'hébergeur de podcast Ocha. Et il y avait aussi le groupe Renault. On en parlera tout à l'heure dans la rubrique innovation. Tout à fait. Et durant cet événement, on a appris que le projet de Karine Fillot, Hack the Radio, devenait Elson, une application de recommandation de podcasts avec une curation manuelle. Et Mathieu Gallet a saisi l'occasion pour lancer un appel à projet pour sa plateforme Magellan et a du coup dévoilé une page web sommaire pour lancer symboliquement ce projet. Oui, alors le site c'est magellan.audio. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. On vous avait parlé d'Europe 1 Studio lors de l'épisode précédent. Sachez qu'on a appris ces dernières semaines que RTL avec RTL Originals se met aussi au podcast dit natif, c'est-à-dire sans diffusion en herdien. Énergie a lancé également son podcast natif Halloween 40 ans de terreur. Voilà, c'est un podcast qui est en partenariat avec un film d'Universal, le film Halloween, il me semble. Exactement, tout à fait. Et voilà, donc tout ça pour dire que les radios ont tout intérêt en fait à utiliser leur savoir-faire pour produire des podcasts au risque d'être devancés par des agences de com extérieures, des startups même qui veulent se spécialiser dans le podcast. Alors je pensais pour le prochain épisode parler justement de ce que j'appellerais des podcasts locaux. J'aimerais qu'on discute ensemble des éventuelles opportunités pour les radios B à produire du contenu local, que ce soit informatif ou de marque, pour créer de nouvelles formes de contenu pour leurs antennes et engranger même du CA supplémentaire. Vous qui nous écoutez, donnez-nous votre ressenti, votre avis sur ce sujet via mon Twitter, Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RUD, ou par mail contact@vocast.fr. Donc s'il y a vraiment un engouement pour la chose, on en parlera plus ou moins en détail lors du prochain épisode qui sera publié vers le 2 décembre a priori. Allez, avec Marc maintenant, on va passer à l'autre événement, les conférences qui se sont déroulées tout le long du mois d'octobre. On résume tout de suite les conférences radio 2.0.
Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Nicolas Moulard d'Actu Honda et Xavier Filleul des éditions de l'Octet organisent régulièrement des webinars, des conférences également accessibles en ligne autour du futur de la radio dans le cadre de ce qu'ils appellent la radio 2.0. Je vous invite à consulter le site rr20.fr pour en savoir plus, n'hésitez pas. Et il y a eu 4 sessions ces 30 derniers jours, une autour des données, une autour de la voiture connectée, une 3e parlant de la relation entre la musique et les podcasts, et également un webinar traitant des concerts en région et leur lien avec les radios. Alors, on va vous résumer en quelques minutes ce qu'il s'est dit à tous ces événements. Alors, bien entendu, on ne parlera pas de tout. Le but est de résumer pour vous ce qui est essentiel, ce qui semble pour nous le plus important à retenir. Alors, commençons avec la session sur les données, ces créatrices de valeur pour les radios. La radio broadcast est historiquement unidirectionnelle, mais aujourd'hui, avec les nouveaux services numériques qui se développent, l'expérience d'écoute est plus que jamais centrale. Eh oui. Les éditeurs ont intérêt à collecter toutes les données possibles associées au contenu et aussi celles relatives à l'auditeur. Le but est de croiser les différentes informations et d'en donner un sens pour apporter cette expérience d'écoute optimale. Alors les entreprises Cymbals et MusicMap, par exemple, se sont positionnées comme expertes de la collecte de métadonnées musicales, permettant ainsi de faciliter le travail des programmateurs musicaux, ou bien même de permettre la mise en place de liens d'affiliation, par exemple sur Internet, avec des organisateurs de concerts, par exemple. Quant à l'aspect publicitaire, Audion a récemment lancé une campagne audio en partenariat avec Ford. La démarche rappelle celle de A Million Ads. En effet, avec la technologie, le spot pour l'auditeur qui écoute sur Internet diffère selon sa localisation et la météo à l'endroit auquel il se trouve. Arthur Larrey, le cofondateur d'Audion, a expliqué que cela était possible grâce au traitement analytique. Écoutez-le l'expliquer en quelques mots. Alors attention, la présentation était en anglais. We build a technology called Audion Creative, which is based on other technology called DCO, that stands for Dynamic Creative Optimization. Dynamic Creative Optimization allows to adapt in real time the advertising depending on the data we collect from a listener. I will show you after what we did for Ford on that specific campaign. Of course, because we run advertising through automated platforms, we collect a lot of data that permit us to optimize in real time the media campaign in order to increase the performances. Extrait donc du discours d'Arthur Larrey, cofondateur d'Audion, qui nous explique après que du coup un tel dispositif mécaniquement permet de soumettre moins de pubs à l'auditeur et une meilleure efficacité pour l'annonceur. Avant de passer à la thématique suivante, à noter qu'au cours de cette session dédiée aux données, Violaine Di Meglio du groupe Énergie a affirmé que leurs radios ont toujours eu comme obsession de connaître les goûts de leurs audiences et avant leur institut interne en fait procédait de la sorte mais avec des données hors ligne. Dorénavant avec Internet, il y a plus de données et c'est plus facile. Tout est organisé au sein de ce qu'on appelle une DMP. Fini les tris par classe socio-démographique, âge, sexe, profession. Place maintenant aux qualifications par groupement d'intérêt, par style de vie. Et ça, c'est un peu plus pertinent quand même. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Allez, on passe maintenant à un sujet qui m'intéresse particulièrement, la place de la radio dans la voiture connectée. Eh oui, l'expérience d'écoute en voiture est largement perfectible, comme le précise Harry de Souza de Radio France, notamment en termes de disponibilité et de données associées. Les GAFAN, ces géants d'Internet tant redoutés, commencent à s'emparer du sujet. D'autant plus qu'on a par exemple des gens comme Renault qui, lors de ces conférences, nous ont expliqué qu'avec l'arrivée demain, dans les années 2030 à peu près... même 2020. 2020, oui, mais bon, après on verra sur la route, les voitures autonomes, on en verra partout. Donc du coup, vous n'achèterez plus forcément une voiture pour sa cylindrée, mais les services qu'elle peut avoir dedans. À voir, mais en tout cas, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi fait le pari que les contenus accessibles au sein de ces voitures en feront une force commerciale, comme tu l'as dit, d'où la révélation récente d'AEX, un concept de matérialisation des contenus audio dans une situation de mobilité. Je vous propose d'écouter Franck-Louis Victor en charge du projet.
Alors l'idée en fait c'est d'amener donc ces contenus issus de la presse et qui sont extrêmement premium, extrêmement qualitatifs. Et on a commencé avec un groupe, le groupe Challenge, qui a plusieurs titres. Hein, c'est pas que Challenge, c'est Censé Avenir, c'est La Recherche, Histoire, Historia. Et l'idée est de les amener ces contenus en fait dans la voiture. Alors forcément, les amener pas forcément comment dire, par écrit, parce que quand on conduit, en fait, on n'a pas le droit de lire, mais de les amener sous le meilleur format possible lorsqu'on est au volant, qui est en fait l'audio. Mais je dirais que l'audio, pas l'audio comme la radio peut le faire, pas l'audio comme un podcast entre guillemets standard peut le faire, qui est très linéaire, mais de l'amener en fait avec une sorte de podcast augmenté, navigable, à partir duquel on va pouvoir, je dirais, interagir, converser, et alors pas non plus comme un VPA, hein, assistant à la Alexa, Google. Alors on a fait une annonce Google, mais tout le monde parle d'Alexa dans les voitures, etc. Moi j'estime qu'effectivement avoir une demi-heure d'article en fait lu par Alexa, c'est juste inaudible. Mais d'amener littéralement les journalistes, d'amener littéralement les gens qui sont à l'origine de ces contenus, philosophes, écrivains, mathématiciens, sur le siège passager, et d'avoir un système qui va permettre d'interagir avec eux. On comprend donc l'intérêt de se réunir entre différents acteurs pour assurer un rapport de force le plus solide possible face aux géants de l'internet ou de l'automobile. Donc Harry de Souza de Radio France affirme qu'il faut même se pencher sur des coalitions sur le plan européen voire mondial. Une occasion pour moi de promouvoir les initiatives comme Radio Player qui vont complètement dans ce sens. Notons que Waynot est une application mobile qui délivre des chroniques audio comme des éditos touristiques selon le contexte de localisation de l'utilisateur. Ce genre de concept aura sûrement beaucoup d'intérêt dans la voiture de demain. Et enfin, sur le plan de la tech, Single Spot qui traque les utilisateurs selon leur géolocalisation et permet de mesurer l'impact des publicités en ligne sur le comportement réel, c'est-à-dire physique en magasin, confirme d'après de récentes mesures que la publicité en ligne en audio est plus performante qu'un interstitiel display. Les annonceurs vont sans doute s'emparer du sujet très bientôt au vu des potentiels de l'audio dans la voiture connectée. Ça, effectivement, je pense que on va pas arrêter d'innover là-dessus. Exactement. Un tout autre sujet maintenant, les opportunités entre la musique et le podcasting. Les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify commencent sérieusement à s'intéresser au podcast. Deezer produit des podcasts en lien avec la musique comme Speakeasy, qui revient à chaque épisode sur la carrière d'un artiste phare sur Deezer. C'était pour cet acteur français un moyen de se démarquer de la concurrence et d'être en avance de phase. Et oui, les plateformes deviennent des médias à part entière. Karine Fillot en a parlé tout à l'heure, a fait la remarque à juste titre qu'en radio, les contenus sont souvent conduits par la promotion, ce qui fait que l'apport pour l'auditeur est très pauvre. Et en ce qui concerne les contenus en relation avec la musique, il manque cruellement à la radio d'anecdotes, de créativité de la part des artistes, des témoignages, de démarches artistiques. Les problèmes de droit peuvent être un frein à la création, même si les agrégateurs comme Apple Podcast ne s'en soucient pas trop pour l'instant, il n'y a pas trop de régulation. Les radios musicales pourraient investir dans les podcasts musicaux car elles s'acquittent déjà de droits et cela leur permettrait d'atteindre des audiences jeunes qui délaissent les médias linéaires et traditionnels. Les artistes aussi pourraient s'engager sur le podcast pour assurer un meilleur engagement de leur communauté, comme le fait l'artiste Sylvia Ansel qui est intervenue et a raconté son expérience. Sylvia, aujourd'hui vous mixez les deux, vous, puisque vous êtes auteure, compositrice, chanteuse, et vous avez aussi un podcast. Donc dans vos podcasts, vous chantez une chanson que vous avez composée ou fait par un autre compositeur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un format à peu près d'une 15aine de minutes et votre chanson arrive à la fin du podcast. Du coup, on va écouter le petit extrait. Je me présente, je suis musicienne, j'ai sorti 2 albums solo sous le nom de Sylvia Hanschneckenbull. Et je suis également journaliste et auteur de 2 romans, Noël en février et Les adultes n'existent pas. Le principe de ce podcast est simple, je choisis une chanson, je vous raconte des trucs dessus et à la fin je vous la joue à l'arrache dans le salon. Effectivement, très bonne idée de la part de Sylvia Ansel, n'hésitez pas à écouter son podcast. Et je voudrais quand même ajouter une chose, je suis d'accord avec ce que disait Mehdi de Speakeasy sur Deezer, certes l'audience est sur YouTube principalement, mais oui, l'audio n'est pas assez exploité et YouTube et podcast ne sont pas incompatibles. Oui, et notre podcast en est la preuve. Tout à fait. Bref, on reste presque dans le sujet rapide, dernier résumé, la session sur les
tourneurs et les radios en région. Les tourneurs, ce sont les organisateurs d'événements musicaux. En échange de l'organisation d'un concert au nom de la radio, celle-ci garantit de l'airplay, c'est-à-dire des diffusions à l'antenne de façon considérable de sorte à bien promouvoir un artiste. En effet, la radio serait considérée comme du marketing gratuit pour les labels. Et oui, des guerres d'exclusivité entre radio et label mettent malheureusement l'artiste au milieu du chantage. Les radios associatives sont les radios faisant le plus découvrir de nouveaux talents locaux. Certaines sont même organisatrices d'événements musicaux comme Radio Béton à Tours. Alors serait-ce un modèle économique viable pour les radios ? C'est plutôt risqué selon le directeur de Radio Graphite qui lui préfère s'appuyer sur le fonds de soutien FSER. Alors je vais pas rentrer plus en détail sur cette dernière session, on vous a déjà donné beaucoup d'informations d'un coup. On va s'arrêter là en ce qui concerne les résumés de ces 4 sessions Radio 2.0, mais dites-nous s'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on débatte ou qu'on développe un peu plus. Si vous voulez quelque chose d'identique, des résumés pareils sur les conférences qu'il y a eu au Paris Podcast Festival, dites-nous également le contact Twitter Anthony Gouraud ANTHONYGOU2RAUD ou bien par mail contact@vocast.fr. Et bien entendu tous les détails et liens sont dans un article Medium associé que vous retrouverez dans la description de l'épisode. Vous l'entendez en fond là, il est pressé, mais moi aussi je suis pressé de passer à cette dernière partie de ce podcast. Place aux archives radiophoniques avec Christophe Dallance. Des ondes Vocast, les archives. Aujourd'hui, spécial Fun Radio des années 90, en lien avec l'extrait diffusé en début d'épisode de la matinale de Bruno Guillon du vendredi 19 octobre. Alors, quels sont vos souvenirs à vous de Fun Radio à cette époque, Marc par exemple ? Fun Radio, Love in Fun. Forcément, 92. 92. Julia aussi, il y avait Julia, je me rappelle. Arthur aussi, bien sûr. Il y a eu Arthur, ça a été les grands débuts d'Arthur. Quelque chose me dit qu'on a un extrait d'Arthur. On doit avoir une cassette là, sous la main. Arthur, ça craint. En abuser, c'est bien. Bonjour, bonne matinée, 7h. Bouh. Et vous allez voir avec Claire Reynaud qui nous présente les infos que c'est vraiment la merde dans le monde. Chaque matin on se dit ça ira mieux demain et chaque jour c'est un peu plus le bordel. Mais rassurez-vous, ça ne changera rien au fait que dans quelques instants je vous offrirai 5 briques de cadeaux. Qu'entre 7h et 8h il y aura la couscoussière, le top des caniches, James Brown est-il toujours vivant? Nous irons écouter les radios concurrentes en direct. À 7h38 je vous fouetterai. Et aux alentours de 8h-10, si vous avez un téléphone sans fil, nous irons faire un tour chez votre voisin. 16 1 47 22 5000. Préparez-vous au pire. Pour l'heure, Claire Reynaud nous présente les infos. Bonjour Claire. Donc voilà, l'animateur le plus con de la bande FM, ça donnait ça. Alors, il y a quand même un truc qui est très marrant chez Arthur, c'est que faut savoir qu'il a démarré sa carrière en duo avec Laurence Boccolini. Oui, c'est vrai. Sur RFM. Dans les années 80. C'est vrai. Et puis ensuite, il est passé sur Skyrock. Et là, il avait une émission qui s'appelait Les Zigotos du matin. Et il faisait un duo avec Skyman. Et en fait, Bruno Vitek, qui venait d'être nommé directeur des programmes de Fun Radio, a repéré ce gars et s'est dit, je le balance à l'antenne. Et mon gars, ta carte blanche. Tu fais ce que tu veux. T'as 3 heures d'émission par jour. Ce qui se ferait plus aujourd'hui. 2h30, je crois. C'était de 6h30 à 9h. T'as 2h30. Tu fais ce que tu veux. Ta carte blanche. Et le gars, il est parti. Il est parti en live. Donc c'est comme ça qu'est arrivé toutes les jeux les plus mythiques des années 90, comme par exemple l'Orgasmotron. Donc c'était un duel entre 2 personnes qui devaient simuler un orgasme et on choisissait celui qui simulait le mieux, quoi. Et à l'époque, il y avait déjà Maître Lévy avec lui ou Alors Maître Lévy est arrivé un petit peu plus tard après, mais au départ c'était Arthur tout seul qui avait toutes les ficelles. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait 2h30 d'antenne par jour, il faisait ce qu'il voulait. Et puis donc après, il y a eu une campagne de pub qui s'est mise en place où là, ils ont placardé toute la France avec l'animateur le plus con de la bande FM. Et en fait, effectivement, ça n'a duré qu'une seule saison, mais ça a tellement cartonné. Ça a tellement cartonné que du coup, effectivement, tout le monde s'en souvient. Mais pourquoi qu'une seule saison? Parce qu'il est parti après. Parce qu'en fait, il a été débauché. C'est ça. Il a été débauché par Europe 1 qui voulait un peu, qui voulait rajeunir un peu sa grille. Et donc, il est parti sur Europe 1 pour animer Arthur et les pirates. Et Marc, toi, Marc Rigaud, quels sont tes souvenirs de Fun Radio à cette époque? Moi, mes souvenirs de Fun Radio, alors c'était à peine un peu plus vieux, parce que plus ou moins comme tout le monde, j'ai commencé avec Love in Fun et tout ça. J'avais l'âge à l'époque. Et puis après, il y a un truc qui m'a fait délirer. Donc il y a eu Max, effectivement, le soir. Mais là aussi, on parlait de carte blanche. Et moi, c'était l'émission que faisaient Eric et Ramzy
en fin d'après-midi. Je crois que c'était vers 19h, où là aussi. Je crois que c'était 1 heure d'émission. C'était 1 heure d'émission, mais c'était n'importe quoi. C'était complètement n'importe quoi. Et je me suis dit à ce moment-là, waouh, c'est ça la radio, on peut tout faire en fait. On peut aller très loin. Et j'en garde des souvenirs impérissables. J'en parlais avec Marc justement tout à l'heure. Mais c'était Vincent tout seul dans sa radio, par exemple. C'était juste délirant de faire des choses comme ça à cette époque. Et alors toi, Marc, tu me disais que tu avais déjà appelé à Love in Fun. Moi, je passais souvent à la radio quand j'étais jeune, parce que j'étais fan. Bah quoi, oui, et donc même ils m'appelaient quand ils n'avaient pas d'auditeurs. Marc, t'as pas un truc à dire Alors, pour ceux qui veulent un aperçu de ce que c'était Love in Fun, on a un extrait pour vous de 1992. Le sexe et l'amour à la une, c'est tous les soirs sur Fun Radio à partir de 19h. Ça s'appelle Love in Fun. C'est grâce à vous que tous les soirs nous parlons de sexe et d'amour. Puis vous nous appelez au 16 1 47 22 5000, au 16 1 47 22 8000 pour nous raconter vos fantasmes, pour nous raconter vos histoires d'amour, vos pieds sexuels et pour poser toutes les questions au doc. Et demain, tu seras là pour répondre, il n'y a pas de malaise. Comme d'habitude, 19h. Ok, bah demain, 19h, passez une bonne soirée avec Fun Radio. Alors Bruno Vitek, qui était toujours donc directeur des programmes de Fun Radio de l'époque, faisait beaucoup d'allers-retours en fait aux États-Unis. Il allait chercher, allait puiser ses idées aux États-Unis. Et aux États-Unis, tu avais une émission qui cartonnait, qui s'appelait Love Line. Ouais, il semblait bien que ça venait de ça. Love Line, et donc il a voulu exporter cette émission sur Fun Radio. Donc il avait un petit jeune qui traînait là, qui s'appelait D-Fool. Il s'est dit on va lui filer l'antenne. Okay. Et puis il y avait le fameux Doc qui était en fait un ami de Benoît Sillard. D'accord. Benoît Sillard qui était le patron de Fun Radio. Donc on a réuni tout se rejoint. C'est ça, c'est la grande famille. Donc on a réuni le D-Fool qui apportait le délire total qu'on a connu, avec un vocabulaire quand même assez cru. Qui a forcément dérangé à un moment ou à un autre le CSA, qui a voulu mettre sa patte là-dedans en voulant. Alors ils ont voulu imposer à ce que l'émission soit enregistrée à l'avance et pas en direct pour pouvoir contrôler un peu. Ça perd tout son intérêt. Vraiment. Ce qui pouvait se dire. Et puis bien évidemment, c'était un refus total de la part de Fun Radio. Et puis ça a été même très loin parce que en fait, c'est même le gouvernement qui a essayé de trancher sur l'affaire Love in Fun, puisque le CSA voulait censurer l'émission. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, le gouvernement était empêtré dans des réformes étudiantes où il y avait des millions de gamins dans les rues. Moi, j'étais bébé, mais je m'en souviens. Voilà, donc ils avaient besoin de se racheter un peu auprès des jeunes, et ils ont dit au CSA, vous la fermez un peu sur Love in Fun, vous fermez vos écoutilles, et on continue l'émission, quoi. Et donc c'est comme ça que l'émission a traversé les années. Mais on ne parlait pas que de sexe, c'était il y avait des moments qui étaient extrêmement sérieux. On parlait de viol, on parlait de drogue, on parlait de c'était une émission utile, de suicide, on parlait. On n'avait pas internet. C'est ça, c'était exactement. Donc c'était une émission qui était vraiment qui était adressée aux adolescents et à tous les problèmes que ça peut engendrer. Et donc cette émission a duré 6 ans. Mais il y a eu 4 années de gloire. Ça a été les 4 années avec D-Fool, puisqu'après ça a été repris par Arnold. Il y a eu Jessica et le Doc, puis Arnold et le Doc, puis Miguel de Rennes et le Doc, etc. Mais bon, les grandes années de Love in Fun, ça a été bien évidemment le Doc et D-Fool. Et ensuite, D-Fool a été débauché par Skyrock. Il est parti sur Sky, donc il a quitté l'émission. Et puis Vitek, lui, est parti sur Énergie. Parce que ça commençait à craindre un peu rue Boileau à l'époque, parce que avec ses émissions sur Fun Radio, les sondages, moi je les ai là, Fun Radio enregistrait un record d'audience de 8.7 alors que Énergie était à 9.3 à l'époque. Donc ça commençait à chatouiller Énergie, donc Énergie a débauché Bruno Vitek pour que le succès de Fun Radio s'arrête là direct, parce que là c'était plus possible, quoi. Et l'audience s'est écroulée à ce moment-là, et donc c'était pari réussi, quoi. Merci en tout cas Christophe pour toutes ces histoires. Il va falloir attendre le prochain épisode pour entendre d'autres histoires et d'autres archives. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. La musique c'est Rob It's a Blast. Et prochain épisode dans un mois, le 2 décembre. Dites-nous ce que vous voulez écouter. Donnez-nous vos idées, que ce soit sur le plan technique ou bien éditorial. N'hésitez pas à nous contacter, contact@vocast.fr ou sur mon Twitter, Anthony Gouraud, GOU2RAUD. Le projet est ouvert à tous. Merci à vous d'être venus. Merci Christophe. Merci Marc. Merci Marc. Des Ondes Vocas, c'est à retrouver sur vocas.fr et sur n'importe quelle application de podcast. À très bientôt. Ciao.
les ondes Vocast.